dire que l'émotion, dans sa manifestation extérieure, c'est la surface du corps. C'est la surface de cet intérieur. Quand vous avez un sourire, un vrai sourire, le sourire qu'on appelle le sourire Duchenne, c'est-à-dire un sourire qui ne concerne que les zygomatiques et le bord de l'œil et le pourtour de l'œil et seulement sa partie externe, qui est un sourire authentique, et ça s'accompagne toujours, c'est la traduction toujours d'un état intérieur, qui fait que on pourrait appeler ça le langage du corps, mais en fait c'est plus qu'un langage, parce que le langage se construit secondairement. C'est véritablement l'expression, c'est ce corps qui s'exprime vers l'autre. C'est la traduction des affects. Alors il y a les grandes émotions fondamentales, ce que j'appelle les émois, qui sont des manifestations extérieures fortes, qui s'inscrivent notamment sur le visage. Les états du corps sont ce sur quoi se construit la pensée. La pensée qui est à la fois acte, parole, fondamentalement, et tournée vers l'autre. Si vous voulez, l'émotion, c'est le produit de vos intérieurs. On pourrait même dire au pluriel, de tout ce qui se passe dans l'intimité du corps. C'est-à-dire radicalement, fondamentalement, le plaisir ou la souffrance qui ne sort de nulle part ailleurs que du corps. Et c'est vrai qu'une pensée sans corps, ça n'existe pas. C'est l'émotion qui supporte le corps et qui est supportée par le corps qui supporte la pensée. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est fondamental. Parce que ça se passe dans le cerveau, si vous voulez, toutes les informations qui viennent de votre corps par un système qu'on appelle le système sympathique, parasympathique, par des qui gère le corps, le système immunitaire, le système hormonal, le système nerveux, tout ça, ça va converger dans le cerveau qui constamment, plus qu'à l'écoute du corps, il est l'émanation du corps. Il fonctionne avec le corps. Un cerveau qui n'a plus de corps, vous coupez une tête, vous avez un cerveau, ça n'a plus de sens. C'est non seulement pas viable, mais en plus ça n'a pas sa raison d'être qu'un cerveau tout seul. Le cerveau, c'est vous, c'est votre psyché, votre âme, si vous voulez, qui est là-dedans, dans ce cerveau, qui est le produit de votre histoire, qui est le produit de vos gènes, qui est le produit de tout ce qui se passe à l'extérieur, et et puis notamment qui est tourné chez l'homme, essentiellement vers l'autre, qui se construit avec l'autre. Ce qui vous intéresse, c'est-à-dire d'une mémoire, c'est-à-dire que si les choses qui se passent dans l'histoire s'effaçaient au fur et à mesure, il n'y aurait pas possibilité de construire un cerveau qui va sur ces traces, sur les traces que le corps a laissées, ou que le monde extérieur a laissé, mais toujours par la médiation du corps a laissé dans votre cerveau, pour faire que vous avez à la fois une histoire, un soi qui est à vous, une conscience de ce soi qui fait que vous êtes dans le temps. Donc ça, il faut payer une mémoire. Le don d'imitation est inégalable. Il est extraordinaire imitateur. C'est comme ça qu'on imite tout et cette tendance à l'imitation qui fait que on reproduit tout de l'autre. C'est ce qu'on appelle la contagion affective. Quand tout d'un coup, il y a toute une foule qui devient haineuse ou toute une foule qui se réjouit, etc., c'est de la contagion. C'est de l'imitation par proximité, quoi. Comme un nuage de criquet. Contagion, d'accord. S'il y a un virus qui se répandait, c'est simplement, c'est une émotion. Avec les masques, tout ça, qui se lit, on se copie, on lit sur l'autre immédiatement. Et quelquefois, souvent, cette contagion affective, elle est au niveau individuel. On croit qu'on a acquis quelque chose, en réalité, c'est un truc qui vient on croit que ça vient de vous, en réalité, ça vous est communiqué comme ça par votre entourage. C'est facile à dessiner, le crocodile. Moi, je fais très bien le crocodile. J'ai une marionnette de crocodile. J'ai une peur terrible du crocodile. Il y a des peurs, par exemple, des réactions de peur qui sont, on peut dire, pratiquement innées. De dégoût, par exemple, il y a des récepteurs pour la mer, il y a des circuits qui sont génétiquement programmés pour réagir et provoquer un rejet, une répulsion, un dégoût, donc une émotion qui n'est même pas apprise, qui est innée
dans le cerveau du nouveau-né. Et il faut ce long apprentissage pour les émotions. Mais il y a aussi des émotions qui se construisent très vite. La peur, par exemple, elle peut être conditionnée. C'est des émotions qui passent très, très, très fort et qui s'inscrivent dans des réseaux neuronaux très, très, très courts, quoi, hein. Et après, il y a toutes les émotions qui vont se construire. Vous allez apprendre à rejeter systématiquement un certain nombre de choses. Vous aurez du dégoût, de la surprise, tous ces trucs-là. Ce sera par rapport à votre histoire et par rapport aux représentations du monde que vous serez construit progressivement. Alors là, les émotions, elles sont fondamentales. Tout ce qui va rentrer dans votre cerveau, qui pourra passer dans la mémoire, c'est soumis à pas ce crible, mais c'est soumis à cet impôt émotionnel que les informations payent en rentrant dans le cerveau. Et finalement, le cerveau va garder en mémoire les choses qui lui font plaisir, ou gardera en mémoire l'idée que ça, il faut s'en méfier. Et donc toute votre relation au monde, tout ce qui fait que vous allez être ému par telle image, telle vision d'une femme, etc. Tout ça s'est construit petit à petit, et le cerveau travaille, il élabore toute une série de représentations du monde qui vont servir un jour ou l'autre, et qui se seront quand même jamais faits dans le neutre, dans le passif. Il y a toujours un accompagnement qui sera un accompagnement d'affect. Et on peut dire que le cerveau, les souvenirs sont affectés. Le cerveau est affecté par des souvenirs, et ça ne rentre pas comme ça. Ce mot d'affect, c'est bien, c'est affecté. Affect, c'est tout ce d'affectif, d'émotionnel, de bien-être, de mal-être dans la construction des images du monde, ce que vous percevez du monde, comment vous le construisez. L'ennui, qui est une émotion terrible, puisque c'est le sentiment qui est vide, qu'il ne se passe rien, une vraie souffrance, progressivement vous donnez une mesure du temps qui passe pour rien, et puis un temps qui est rempli de toute une série d'événements qui vont vous servir de repère pour construire votre représentation du temps. Le temps, c'est une perception désirante, hein, c'est bien, l'émotion est là. Dans le temps, eh bien, le vieillard ne meurt pas d'ennui, il meurt de ne plus s'ennuyer, parce qu'il n'a plus les moyens de s'ennuyer. Et puis en plus, vous voyez que les événements de sa vie sont tellement percevés qu'on pourrait imaginer que le temps va durer infiniment, mais dans cette dilution du temps, cette dilution qui fait qu'il y a pratiquement plus que 2 ou 3 événements qui flottent dans une absence de perception du monde. De grand omnivore universel qui est capable. Un homme, ça peut bouffer de tout. C'est peut-être ça qui est une des raisons, ou plutôt une des conditions qui ont permis à cette richesse émotionnelle de s'exprimer sur le visage, entre autres. Vous voyez. C'est un peu le produit de la gastronomie humaine. Vous voyez, la gastronomie revient souvent chez moi, mais c'est vrai qu'elle est peut-être une base de cette capacité d'exprimer les émotions, qui sont des singes. Eh bien, la seule grande différence majeure pour les classifications entre les singes et le reste des primates, c'est la présence d'un nez à la place de la truffe. Les autres singes, les autres primates plutôt, ont une truffe. Et nous avons un nez. L'évolution des singes est marquée par l'apparition du nez. Le nez, c'est l'apanage des singes. Bien en matière de développement. Avoir un nez. Le singe est un mammifère que l'on mène par le bout du nez. Simplifie. C'est beau le nez. C'est le propre de l'homme. Enfin, c'est le propre du singe. Regardez déjà quel progrès. Si vous voyez un nez de chimpanzé, c'est bon, c'est fabuleux. Bien. Alors le nez, le nouveau nez, quand il arrive au monde, qu'est-ce qu'il fait? Il respire. Première respiration, premier cri. Moi, je dis que c'est un cri d'étonnement. Surprise. C'est le cri primal.
il va se construire, l'écrit aura de plus en plus la signification sociale, et puis le langage va faire sa place parmi les cris. Le cri, c'est... il y a beaucoup d'animaux qui crient et qui communiquent par leurs cris. Des cris différents pour signifier différentes choses. Le nouveau-né, d'abord, il y a un premier cri qui est universel, qui a été bien étudié, aussi bien chez les Israéliens que chez les Japonais ou chez les Palestiniens. Première. Et en plus de ça, l'olfaction, c'est le premier sens qui est ouvert. Donc, première respiration, premier cri, première prise de contact avec le monde, premier jugement porté sur le monde, c'est par le premier des sens, par le honnêtement, le monde, si vous analysez le monde qui vous entoure, il pue. Faites un arrêt sur, non pas sur image, mais un arrêt sur l'odeur, tout d'un coup, si vous êtes de bonne humeur, c'est autre chose. Mais si vous n'êtes pas de bonne humeur, vous ne savez pas à quel point les autres puent. Je commence par sentir le monde, par le nez, sentir. Vous voyez, ce terme de sentir qui s'applique à tous les sens, sentir, c'est aussi sentir olfaction, odorat. En plus de ça, c'est à la fois actif et passif, émanatif ou actif. Les sens multiples de ce mot sentir, qui exprime vraiment bien une condition particulière de l'homme. C'est vraiment dans... S'il a des sentiments, c'est qu'il a commencé par sentir le monde. Et il a commencé par le sentir en aspirant, en inspirant et en sentant. شيل مغاري مغاري عاشر سنة خلاص يا صاحبي ليوري غاريجو Rodrigo, ma merda.